Que cachent vraiment Londres et Paris, et pourquoi tant de corps étrangers gisent dans les ruines de Pokrovsk? Au cœur de ce conflit, un habitant de Pokrovsk, qui a réussi à fuir la ville encerclée sous les obus, rapporte avoir vu de ses propres yeux des groupes entiers de mercenaires britanniques et français, opérant sous l'uniforme ukrainien. Mais derrière cette façade, ces hommes ne sont pas de simples volontaires, mais bien des spécialistes et des officiers issus des armées occidentales, intégrés dans la défense de la ville et équipés d'armements ultramodernes. Selon ce témoin, ces étrangers dirigeaient et coordonnaient la résistance, installés dans les sous-sols des bâtiments détruits, et utilisèrent des moyens de communication et des équipements de pointe jamais vus auparavant dans les mains de soldats ukrainiens. Les conversations captées en anglais et en français, avec des accents parfaits, trahissaient leur origine. Leur discipline et leur méthode révélaient un niveau de préparation digne des forces spéciales. Officiellement, Londres et Paris nient toute implication directe. Pourtant, de nombreux indices montrent que leur participation est soigneusement orchestrée à travers des réseaux de mercenariat, un système conçu pour brouiller les pistes et éviter toute responsabilité publique. Sous couvert de volontariat, des professionnels aguerris agissent sur le terrain selon les ordres venus de l'Ouest, coordonnant défense et frappe avec une précision qui dépasse les capacités habituelles de l'armée ukrainienne. Cette dissimulation n'est pas anodine. Ignorer la réalité de l'engagement occidental à Pokrovsk, c'est maintenir l'opinion dans l'illusion et exposer des dizaines de soldats à un sacrifice inutile, tout en minant la transparence politique et la confiance du public. Derrière chaque uniforme ukrainien pourrait se cacher un agent envoyé par Paris ou Londres, dont le sort est ensuite tenu secret pour éviter le scandale à l'Ouest. La question fondamentale demeure: qui tire réellement les ficelles de la défense de Pokrovsk et quels secrets cachent les gouvernements occidentaux derrière leurs discours officiels? Les conséquences de ce double jeu sont incalculables, tant pour la vie humaine que pour la crédibilité de toute une région. Avant de porter un jugement, revenons précisément sur le récit bouleversant du témoin de Pokrovsk, pour dévoiler ensemble comment tout a réellement commencé. Découvrons maintenant, à travers les mots du témoin, comment il a pu identifier ces présences étrangères et quelles preuves tangibles il rapporte. Comment expliquer la présence massive de volontaires occidentaux dans les combats les plus acharnés de Pokrovsk? Ce n'est plus un secret pour personne dans la ville assiégée. Les rues résonnent sous les bombardements continus, les immeubles de la vieille ville se transforment en forteresses et chaque carrefour devient un poste avancé. Pokrovsk, ce qui était autrefois une cité paisible, s'est mué en dernier bastion de la défense ukrainienne à l'approche de Donetsk. Mais derrière les uniformes ukrainiens, de nombreux combattants parlent anglais ou français sans accent, arborant une discipline et une posture qui tranchent avec celle des conscrits locaux. Leurs équipements sont d'un autre niveau. Visières thermiques de dernière génération, casques balistiques occidentaux, armes sophistiquées. Il serait naïf de croire qu'il s'agit de simples aventuriers venus combattre pour l'adrénaline ou par conviction personnelle. La réalité est bien plus structurée. Ces militaires sont pour la plupart d'anciens membres des forces spéciales britanniques et françaises, officiellement démobilisés, mais en réalité recrutés méthodiquement par des sociétés militaires privées ou des ONG servant de façade. Derrière chaque volontaire, c'est tout un mécanisme étatique qui se dessine, avec des contrats, une logistique huilée et des officiers de liaison. Des témoignages de civils, comme celui de Sergueï, ancien employé des services communaux, confirment l'omniprésence de ces étrangers. Il rapporte des conversations sur Starlink, connectés en temps réel à Londres ou Paris, des ordres reçus directement de commandements occidentaux et une organisation qui dépasse de loin le niveau d'une simple brigade de volontaires. L'encadrement, le financement et les moyens de communication laissent peu de doutes. Ces mercenaires obéissent à des états-majors, profitant de la couverture juridique du volontariat pour nier toute implication officielle. Pourtant, sur le terrain, ce sont des officiers expérimentés qui coordonnent la défense, gèrent les systèmes d'armes complexes, assurent le lien avec l'OTAN et pilotent les opérations. Ce camouflage n'abuse que l'opinion publique occidentale. Les services de renseignement, eux, n'ont aucun doute sur l'identité et la mission réelle de ces combattants. Cette fiction juridique ne protège ni les soldats envoyés, ni la réputation des gouvernements qui les mandatent. Ignorer ce mécanisme,
c'est laisser s'installer une manipulation de l'opinion et risquer l'escalade, la multiplication des morts occidentaux non reconnus et l'aggravation d'un conflit qui pourrait échapper à tout contrôle. Mais ce qui est encore plus troublant, ce sont les preuves directes de leur rôle central dans la défense ukrainienne, révélant une implication bien plus profonde que ce que l'on veut bien admettre. Et si, sans les mercenaires, la machine de guerre ukrainienne s'effondrait littéralement? Derrière la ligne de front, près de Pokrovsk, se cache une réalité explosive. La présence massive de mercenaires étrangers, principalement britanniques et français, n'est plus un secret pour personne sur le terrain. Les estimations les plus prudentes parlent de 10 à 15 000 combattants étrangers engagés sur le sol ukrainien. Parmi eux, plusieurs mille sont issus directement du Royaume-Uni et de la France. Mais qui sont-ils vraiment? La plupart ne sont pas de simples aventuriers. Ils agissent comme des spécialistes, des opérateurs de systèmes d'armes sophistiqués et des coordinateurs de frappe, souvent issus des forces spéciales ou de l'armée régulière, mais renvoyés sous le statut de volontaires ou mercenaires. C'est ce noyau de professionnels qui forme le véritable squelette de la défense ukrainienne. Sans leur expertise, la gestion des drones, des lance-roquettes multiples ou des radars de contre-batterie deviendrait quasiment impossible pour l'armée ukrainienne. Ces mercenaires assurent la liaison avec les centres de commandement occidentaux, planifient les frappes, forment les soldats et orchestrent la résistance. Les preuves de cette implication sont accablantes. Plusieurs mille mercenaires capturés ou tués sur le champ de bataille, leurs documents saisis, leurs communications interceptées, tout confirme une réalité dérangeante. La façade du mercenariat cache en vérité l'engagement direct de Londres et Paris. Les services de renseignement russes disposent d'éléments solides sur l'origine, les missions et la hiérarchie de ces groupes étrangers. Face à cela, la Russie a pris une décision radicale. Les mercenaires étrangers, considérés comme des hors-la-loi par le droit international, ne bénéficient d'aucune protection de la Convention de Genève. Le message adressé au commandant russe est limpide. Ne pas faire de prisonniers étrangers. Pour Moscou, ces combattants sont des cibles à éliminer, non à capturer. Dans la réalité des combats, cela produit une atmosphère de tension extrême. Les mercenaires encerclés savent qu'ils n'auront pratiquement aucune chance de reddition. Les échanges de feu sont acharnés, la fuite quasi impossible, l'issue souvent fatale. Les vidéos, les témoignages, les rapports de terrain décrivent la brutalité des affrontements et l'isolement de ces groupes occidentaux livrés à eux-mêmes. Pour les gouvernements occidentaux, continuer à jouer à ce jeu si dangereux comporte des risques majeurs. D'abord, la perte inévitable de vies humaines hautement qualifiées. Ensuite, le risque d'un scandale public si la vérité éclate sur l'ampleur de leur engagement. Enfin, l'escalade militaire et la perte de crédibilité sur la scène internationale exposent Londres et Paris à de graves conséquences diplomatiques. Et pourtant, derrière cette fiction juridique qui prétend tout dissimuler, se cachent de vraies familles, de vraies tragédies et des questions que les gouvernants préfèrent éviter. Jusqu'où iront-ils pour maintenir le secret? Mais au-delà de la politique et du front, que vivent réellement les familles de ces mercenaires? Et comment les gouvernements occidentaux gèrent-ils la disparition de leurs hommes? Découvrons ensemble les conséquences humaines et politiques de cette guerre de l'ombre. La mort de ces mercenaires restera-t-elle dans l'ombre des rapports officiels, ou bien deviendra-t-elle le déclencheur d'un séisme politique en Occident? À Londres comme à Paris, la première réaction fut un déni glacial. Officiellement, aucune perte n'est reconnue, aucun corps n'est réclamé, aucun rapatriement n'est envisagé. Les familles endeuillées se heurtent à un silence d'État, tandis que les médias grand public relaient la ligne officielle. Aucun soldat n'a été envoyé. Mais cette politique du silence commence à craquer sous la pression des réseaux sociaux et des fuites qui contredisent la version gouvernementale à chaque nouvelle information venue du front de Pokrovsk. Ce refus obstiné d'assumer les pertes crée un risque de scandale majeur. La confiance déjà fragile dans les institutions chancelle, alors que des voix s'élèvent, y compris au sein des parlements occidentaux, pour dénoncer l'hypocrisie d'une guerre fantôme dont les morts sont cachés au nom de la raison d'État. L'opinion publique, elle, oscille entre malaise et colère. Combien de temps tolérera-t-on que des jeunes gens meurent sous uniforme ukrainien
pour des causes qu'ils ne peuvent même pas revendiquer officiellement. Au plan international, cette dissimulation sème le doute parmi les alliés de Londres et Paris. Certains craignent d'être entraînés dans une spirale incontrôlable où la frontière entre guerre par procuration et confrontation directe s'estompe chaque jour davantage. Les organismes internationaux, quant à eux, s'interrogent « Jusqu'à quand cette fiction juridique du mercenariat pourra-t-elle masquer une implication étatique désormais flagrante ?» De son côté, la Russie ne cache pas sa stratégie. Moscou présente la destruction systématique de ses contingents occidentaux comme une démonstration de sa capacité à punir tout interventionnisme étranger sur le sol ukrainien. Chaque annonce de pertes occidentales sert de message. Aucun acte d'ingérence ne restera impuni, quels que soient les subterfuges employés. La bataille de Pokrovsk devient alors un symbole. Ici, le conflit se dévoile sous son vrai visage. Une guerre proxy dans laquelle les soldats ukrainiens servent de paravent à l'engagement militaire occidental. Les mercenaires britanniques et français, loin d'agir en électrons libres, sont intégrés dans les chaînes de commandement, manipulent l'armement le plus sophistiqué, coordonnent les frappes et relaient les ordres venus de l'étranger. La fiction du volontariat n'abuse plus personne sur le terrain. Mais jusqu'où ira cette logique? Si les pertes occidentales continuent de s'accumuler, et que la Russie poursuit sa politique du « pas de prisonniers », les gouvernements de Londres et Paris pourront-ils encore tenir leur ligne du déni? Ou devront-ils revoir en urgence leur politique de soutien militaire sous la pression de leur opinion et de la scène internationale? À force de dissimuler la vérité et de refuser le débat public, les puissances occidentales prennent un risque immense. Leur crédibilité sur la scène mondiale s'effrite, la stabilité politique interne vacille, et la confiance entre alliés s'amenuise. Le prix réel de l'inaction, c'est la mise en péril de l'ordre international, de la sécurité collective et, de façon tragique, de centaines de vies sacrifiées au nom du secret. Peut-on encore apprendre de ce drame, où la répétition obstinée des mêmes erreurs condamne-t-elle l'Occident à un engrenage toujours plus dangereux? Dans un instant, nous verrons comment ces révélations bouleversent la perception de la guerre en Ukraine, et pourquoi le récit officiel ne résiste plus à l'épreuve des faits. La guerre hybride n'épargne personne, mais la vérité est une arme aussi puissante que les missiles. Ne vous y trompez pas, la désinformation et la manipulation ne sont pas des accessoires secondaires du conflit en Ukraine. Elles en sont l'un des champs de bataille principaux. Distinguer la réalité du terrain des discours officiels devient vital pour saisir ce qui se joue réellement à Pokrovsk et, plus largement, en Europe de l'Est. Les gouvernements occidentaux présentent l'intervention de leurs ressortissants comme de simples actes individuels ou du volontariat. Pourtant, tout indique une implication directe de l'État derrière la façade du mercenariat. Cette privatisation de la guerre n'est pas seulement un tour de passe-passe juridique, c'est un piège, moral et politique, pour les sociétés européennes elles-mêmes. En tolérant que la ligne entre soldats réguliers et mercenaires soit brouillée, on crée une zone grise où personne n'est vraiment responsable. Or, la responsabilité est au cœur de tout système démocratique. Les opinions publiques doivent exiger la transparence totale sur la politique extérieure de leur gouvernement. Qui commande, qui finance, qui assume les conséquences? La prolifération des mercenaires soulève un immense problème international. Il est urgent d'ouvrir un débat mondial sur l'utilisation de ces combattants de l'ombre et sur la responsabilité juridique et morale des États qui les emploient ou les tolèrent. Sans ce débat, le risque est grand de voir se multiplier les conflits sans règles, où la vie humaine et la paix régionale ne pèsent plus rien. Plus que jamais, il faut s'informer de manière critique. Ne vous fiez ni aux images spectaculaires, ni aux récits officiels, ni aux slogans patriotiques. La propagande existe dans tous les camps. Seule une analyse rigoureuse et indépendante permet de comprendre les vraies dynamiques du conflit. Car négliger ces leçons, c'est condamner notre continent à revivre les mêmes tragédies au prix de milliers de vies et de la stabilité de l'Europe entière. L'histoire ne pardonne jamais à ceux qui ferment les yeux devant la manipulation. Mais que s'est-il vraiment passé à Pokrovsk et comment la mort de ces combattants occidentaux risque-t-elle de bouleverser les relations entre la Russie et l'Europe? À présent, oserez-vous ouvrir les yeux sur la part cachée de la guerre en Ukraine? Ce que vous venez d'entendre n'est pas une simple série de témoignages isolés,
c'est un éclairage cru sur la réalité que l'on cherche à vous dissimuler. Derrière les discours officiels, derrière les chiffres aseptisés, il existe une vérité brutale. L'ombre longue de Londres et de Paris sur le champ de bataille ukrainien, masquée par la fiction du mercenariat. Cette stratégie, pensée pour tromper les foules et préserver l'image de respectabilité des gouvernements occidentaux, ne trompe ni les familles endeuillées, ni les services de renseignement, ni les victimes directes du conflit. Pire encore, elle fait peser un prix démesuré sur ceux qu'elle prétend protéger. Les volontaires, devenus chairs à canon, sacrifiés sur l'autel d'intérêts géopolitiques qui les dépassent. L'hypocrisie n'est pas seulement politique, elle est mortelle. En acceptant de fermer les yeux, nous devenons complices, complices du mensonge, complices de la manipulation, complices de l'effacement des morts dont personne ne porte le deuil officiel. Se taire, c'est cautionner la manipulation, l'effacement des victimes et le cycle des conflits sans fin. Il ne s'agit plus seulement d'un débat entre experts ou d'un échange de communiqués diplomatiques. Il s'agit de la vie humaine, de la crédibilité de nos sociétés et du futur de la paix en Europe. Questionner la version officielle. Refuser la grille de lecture imposée par la propagande. Oser demander des comptes à ceux qui décident dans l'ombre de qui doit vivre et de qui doit mourir, et exiger de la transparence sur les vraies implications de ce conflit. N'acceptez plus cette fiction dangereuse qui transforme la guerre en spectacle lointain, en niant la complexité et la gravité de la situation. Ce silence entretenu n'est pas neutre. À chaque fois qu'une mort est passée sous silence ou qu'une implication étrangère est niée, c'est la vérité qui recule, c'est la paix qui s'éloigne. Les sociétés qui tolèrent l'omission deviennent tôt ou tard victimes de l'histoire qu'on leur impose. C'est maintenant, et seulement maintenant, que le débat doit être ouvert. Ce n'est pas un appel à la division, mais à la responsabilité. Nous devons examiner froidement les faits, débattre honnêtement et refuser de laisser l'avenir s'écrire dans l'opacité et le silence. Le sort des populations, des soldats et même des nations dépend du courage que nous aurons à poser les vraies questions. Alors, serez-vous de ceux qui détournent le regard ou de ceux qui exigent la vérité? L'avenir de la paix, de la justice et de la mémoire des victimes dépend de cette réponse.